La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Bonjour chers auditeurs, Simon-Pierre Savard-Tremblay avec vous, en remplacement de Mathieu Bock-Côté qui est à Paris présentement pour le prochain mois, donc je le remplacerai jusqu'au 5 mars, date où il reviendra à ce micro. Mais on le salue néanmoins, je suis convaincu qu'il a à cœur cette émission et la prochaine heure également, qu'il aimerait bien être avec vous également. Il nous écoute probablement en ce moment même, mais on est là quand même pour essayer de tenir le fort jusqu'à son retour. Alors on le salue en ondes. Aujourd'hui, je reçois Flora Michelot qui est doctorant en andragogie à l'Université de Montréal. Monsieur Michelot, bonjour. Bonjour Simon-Pierre. Alors, on va parler aujourd'hui de la question des fameuses fake news. C'est une expression qui est connue, qu'on commence à entendre un peu plus, à entendre parler, surtout depuis l'assermentation de Donald Trump. En fait, sa première conférence de presse où il s'était chicané avec CNN, où il avait dit « Your fake news », autrement dit « Arrêtez de m'embêter, vous colportez des fausses nouvelles ». Ouais. Donc, c'est une expression qui a fait beaucoup discuter par la suite. Ce n'est pas lui qui l'a inventée, ceci dit. Elle a eu lieu par la suite. Elle a eu lieu un petit peu avant. Je crois que c'est sous l'ère de Bill Clinton, la première fois que ça avait été utilisé. On en parle déjà sous Bill Clinton, puis c'est un concept qui apparaissait déjà dans les années 80. Mais vraiment, pour en parler de façon... en termes de popularité, je veux dire, aujourd'hui tout le monde connaît le terme de fausse nouvelle ou de vérité alternative. Même, mais souvent on pense d'ailleurs, quand on pense fake news, on a l'impression que c'est pour parler des fausses vérités colportées par M. Trump, alors que c'est plutôt lui qui l'a utilisé pour désigner les grands médias. En fait. Tout à fait, c'est ça un peu le paradoxe dans l'affaire. C'est lui qui a popularisé le terme. Et paradoxalement, aujourd'hui, on l'utilise pour le dénoncer. Oui. C'est ça exactement. Oui, voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a peu de nuances concernant la question des fausses nouvelles ou des fake news, parce que il y a des partisans d'Internet et des adversaires d'Internet, il y a les technophiles et les technophobes. D'un côté, on va nous dire Internet est la seule voie pour connaître la vérité, ce sont les grands médias qui colportent des faussetés. Et de l'autre côté, on va nous dire, au contraire, Internet, ne nous fions pas à ça, il n'y a aucune norme journalistique, il n'y a aucun code d'éthique qui s'y trouve là. Sur Facebook, tout le monde peut dire n'importe quoi et ça va devenir viral, versus les grands médias où là, c'est encadré, c'est plus respectueux de la profession. Est-ce que la vérité est entre deux? Oui, comme bien souvent, la vérité n'est pas faite de noir et de blanc, elle est faite... d'une composition, là, d'un espèce d'entre-deux un peu gris. Mais quand on est scientifique, mais aussi les futurologues, comme on les appelle parfois, dans les années 90, c'est vrai qu'il y avait cette lecture hyper optimiste de l'Internet, qu'on allait avoir un accès à la connaissance la démocratisation de l'information. Exactement, on a même parlé de démopédia, alors la pédagogie pour tous, l'accès à la connaissance pour tous, un savoir encyclopédique pour tous. On allait pouvoir accéder à la connaissance sans passer par le bibliothécaire, sans passer par le prof, en imaginant que le simple fait de pouvoir contourner ces intermédiaires qui faisaient autrefois le boulot de filtrer l'information, donc de dire ça c'est une bonne information, ça c'est pas une bonne information, le simple fait de pouvoir les contourner, ça allait développer un espèce de citoyen autonome capable de séparer le bon grain de l'ivraie. Et puis bien évidemment, on se rend compte que la réalité elle est pas aussi simple. Ça a bouleversé notre rapport à l'information. Complètement. Ce qui est certain, c'est que les gamins, puis en fait, je nous inclus dedans parce qu'on a grandi en même temps que l'Internet. On a développé des capacités techniques réelles, des compétences formelles, on va dire. On sait comment faire des recherches, etc. Mais toute la dimension critique qu'il y a derrière ça, finalement, on l'a pas regardé de front. Et si on regarde, je m'avance un peu peut-être dans la discussion, mais si on regarde les différents outils qui ont été développés notamment dans l'éducation, on se rend compte que finalement qu'on n'a pas mis suffisamment l'emphase sur la question de l'évaluation, de la pensée critique. Donc, accroissement de l'information, tout d'abord en quantité. Tout d'abord en quantité. Alors, moi j'aime bien rappeler quand même quelques petits chiffres au préalable pour qu'on se rende compte il y a presque de l'absurdité de la chose. En 2013, alors ça c'est l'ex-PDG de Google qui nous disait ça, en 2013 on produisait en 48 heures autant d'informations que ce que l'humanité en a produit de son émergence, il y a à peu près 2 millions d'années, jusqu'en 2003.
Ben, c'est aussi c'est l'information continue aussi, parce que je me souviens jadis, notamment dans la stratégie politique, on disait toujours, ou même dans la stratégie marketing, pour faire une annonce, pour faire une sortie, il faut la faire très tôt le matin ou la faire la veille pour que ça rentre avant l'heure de tomber, pour que ça soit imprimé le lendemain dans les journaux. Ouais. Maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, d'ailleurs, la plupart des journaux sont maintenant en ligne. Un article de la presse peut sortir à 4h l'après-midi, à 5h l'après-midi, à 7h le soir. Donc, autrement dit, ça se fait toujours, c'est toujours tout le temps et jamais, finalement. Ouais. Il y a un bon exemple en politique. On nous dit toujours il faut faire des annonces le dimanche midi. Si vous regardez, notamment, il y avait. C'est encore vrai maintenant. C'est encore vrai, mais on regarde le Conseil national du Parti québécois qui avait lieu dimanche il y a 8 jours. Oui. Effectivement, il y a eu le discours de Jean-François Lisée le dimanche midi avec l'annonce de Véronique Yvon comme étant sa colistière entre guillemets. Ça, c'est une stratégie un petit peu à la papa de communication où on dit il faut faire des annonces de com le dimanche midi. Ça va être annoncé encore dans les nouvelles le dimanche soir, probablement le lundi midi, et puis si on est un peu chanceux, on en parlera encore le lundi soir. Sauf que c'est de moins en moins le cas. On est dans une information de flux tendu. Le développement des chaînes d'information en continu, RDI, LCN, et encore, c'est des petits joueurs par rapport à ce qu'on peut avoir de l'autre côté de la frontière. Bref, on nous balance d'informations en continu depuis maintenant une quinzaine d'années. Et puis c'est un vrai défi, tu sais. Je reviens toujours sur ce même chiffre d'informations produites en l'espace de 2 jours. Si on les mettait sur des CD-ROM, si on gravait toute l'information sur des CD-ROM, celle qui est produite en 2 jours, on dépasserait l'Himalaya. Je crois qu'on a encore la difficulté à appréhender. C'est vraiment étourdissant cette quantité d'informations auxquelles on fait face. Des informations parfois contradictoires. Des informations parfois contradictoires. Par conséquent, comme c'est en flux tendu, on fait plus de la lecture de nouvelles que de l'analyse de nouvelles, et je parle de vraie analyse, je parle pas de chroniques comme on peut en lire parfois. Alors, il y a la question de la quantité de l'information, ça c'est vrai, mais il y a aussi d'autres diversifications. Lorsque je parle de diversification, c'est d'abord en termes de support. Il faut quand même se rappeler qu'il y a à peine plus d'un siècle, on pouvait tenir à peu près 3 minutes 30 de musique sur un disque. Aujourd'hui, on peut vivre une année complète avec son iPod. Donc, bouleversement dans le rythme de l'information, dans la quantité d'information, mais donc aussi dans les types de contenus. Dans les types de contenus, et on s'en va vers des choses qu'on a encore de la difficulté à appréhender aujourd'hui. Je pense notamment à toute la réalité virtuelle qui est en train d'exploser. On en voit beaucoup dans ce qu'on appelle la ludification. C'est déjà en train d'être pensé aujourd'hui comme étant une activité potentiellement pédagogique. Donc il faut s'attendre à ce que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, soit bientôt présente dans les écoles comme étant un éventuel moyen de soutenir l'apprentissage. Donc il y a tout un tas de médias qui sont à notre portée. Le tout, c'est de savoir comment on l'utilise. Mais il y a aussi des diversifications dans les sources avant, parce que vous parlez des médias. Avant, c'était les grands médias. On s'en remettait à Radio-Canada, à RDI, à TVA. On lisait Le Devoir, on lisait le Journal de Montréal, on lisait la presse. Maintenant, on n'en est plus là. Il y a un paquet de journaux en ligne, de médias alternatifs qu'on dit, de web-télé même. Ouais. Donc, diversification aussi au niveau des sources. Tout à fait. Diversification de sources. Tu le disais assez bien, on avait de grands journaux, de grandes institutions qui faisaient la pluie et le beau temps en matière d'information. Et aujourd'hui, alors moi je pense que c'est quand même dans une certaine mesure un potentiel démocratique. On a la capacité à contourner des médias qui ne seraient pas nécessairement portés à rediffuser de l'information. s'est développé ces dernières semaines en France une nouvelle web télé qui s'appelle Le Média, qui a été développée par des gens relativement proches de Jean-Luc Mélenchon. Donc candidat à la présidentielle. Qui est candidat à la présidentielle de l'an dernier. Il avait terminé quatrième, je crois. Ouais, avec environ 20% des voix. C'était vraiment dans le quatuor de Tot, c'était joué à très peu. Et en fait, donc, cette web télévision qui a été lancée en fait, par son ancienne responsable des communications, elle a vocation tous les soirs à présenter un journal télévisé de 20 heures. Et puis au fur et à mesure, ça va se compléter par des documentaires, des entrevues, etc. L'objectif étant de proposer... Donc, porter ouvertement une vision proche de celle de M. Mélenchon, donc une vision politique, partisane, militante, assumée. Je suis pas certain, en même temps je suis pas leur porte-parole, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une volonté de
proposer une information qui est différente de celle qui est véhiculée majoritairement. Lorsque je parle d'information qui est véhiculée majoritairement, c'est que, par exemple, les conflits sociaux, en France, il y en a énormément à longueur d'année. On ne les voit pas nécessairement dans le journal de 20h de TF1 ou de France 2. Donc voilà, donner la possibilité à des femmes qui sont en grève depuis plusieurs semaines parce qu'elles sont exploitées dans un hôtel, voilà, c'est une opportunité de médiation des luttes sociales. Et on pourrait envisager que cette possibilité soit diffusée à d'autres types d'informations, aussi à d'autres médias. On sait la difficulté dans laquelle se trouvent les médias traditionnels, y compris au Québec. On s'est aussi connu Simon Pierre dans une autre radio communautaire à Montréal qui a quelques difficultés, qui a de très grandes difficultés financières aujourd'hui, et la structuration traditionnelle de ces médias alternatifs aussi, elle est à repenser de la même manière que les médias plus traditionnels. Bref, voilà, on a une recomposition médiatique qui est auquel on est en train d'assister, et alors c'est une grande opportunité, mais encore faut-il la saisir. Ouais. Je pense qu'il y a aussi un autre élément avec ça, c'est la réduction des intermédiaires. Oui, la réduction des intermédiaires. Alors, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure. Comme je vous le disais, autrefois, il y avait le bibliothécaire, il y avait le prof, il y avait les sociétés savantes, il y avait les journaux scientifiques, qui allaient à l'information, ou l'information qu'on leur donnait, et qui ensuite faisaient. Aujourd'hui, on aime bien utiliser l'expression de fact-checking, comme si c'était compliqué de parler de vérification des faits. Mais bref, ces personnes-là faisaient un travail de moine. Ils regardaient comment était construite l'information, d'où est-ce qu'elle venait, quels étaient ses objectifs, et ensuite, elle la retransmettait. Alors, c'était donc aux lecteurs, aux élèves, etc. Donc, l'explosion informationnelle auquel on assiste actuellement, elle casse ce monopole finalement du contrôle de l'information qui existait à ces quelques personnes-là, pour l'ouvrir directement aux usagers, aux consommateurs d'informations. J'aime pas cette expression, mais au moins elle est parlante. Sauf que, voilà, comme je le disais il y a quelques instants, si on évoque le fait qu'on peut accéder à l'information directement sans se poser de questions, évidemment, il y a des biais qui arrivent. On va commencer à prendre l'information comme argent comptant, comme si c'était parole d'évangile. Sauf que ça prend un peu plus que ça. Les enseignants, les bibliothécaires, les sociétés savantes, etc., elles étaient formées pour décortiquer l'information. Et les gamins qui se retrouvent devant leur ordinateur et qui voient qui voit une information qui vient de RT, je sais pas quoi, vous savez, l'espèce d'agence de presse proche de la télévision d'État russe. C'est ça, la télévision d'État russe. Qui est l'équivalent finalement de la BBC ou de Radio-Canada. C'est la télévision d'État du pays. Tout simplement. Alors, c'est ça, avec, je veux dire, comme tous les médias plus ou moins proches de l'État, elle a son propre agenda. Et lorsqu'on voit un gamin qui prend une information comme telle, voilà, il faut dire au gamin comment tu fais en sorte pour décortiquer correctement cette information. Mais justement, avant d'y arriver, peut-être sur les solutions qu'on abordera un peu plus tard, essayons de bien décrypter le phénomène. Je vous ai déjà entendu, parce que les fausses nouvelles, c'est un petit peu votre sujet d'expertise depuis un certain temps, avec votre domaine en andragogie, qui d'ailleurs, rappelez-moi, c'est l'étude de quoi déjà précisément, juste pour... C'est un terme sans doute que peu de gens connaissent. C'est l'étude des dragons. L'étude des dragons, ah ouais, intéressant. Alors le lien est évident. Outre cela. Ouais, non, en fait, on connaît bien on a entendu parler de psychopédagogie. Oui. Psychopédagogie étant finalement les mécanismes psychologiques pour apprendre. C'est une discipline qui existe plus ou moins indépendante, de façon plus ou moins indépendante depuis environ un siècle. Sauf que notamment depuis les 30 Glorieuses, depuis les années 60, 70, 80, il y a une explosion du nombre de personnes qui suivent des formations, qui sont des personnes qui sont au chômage, qui font des retours aux études, etc. Puis on s'est rendu compte que les modèles d'apprentissage qui existaient avant, qui étaient consacrés essentiellement aux enfants ou aux préados, ça marchait plus nécessairement. Donc il fallait développer une nouvelle expertise sur l'apprentissage, consacrée plus spécifiquement aux adultes. Donc d'où votre intérêt pour la question des fausses nouvelles. Mais donc je vous ai entendu, puis vous avez un peu dit
peu avant, que vous n'aimiez pas le terme de consommateur d'information. Ouais. Je vous ai déjà entendu dire qu'on passait aujourd'hui à l'ère de l'information continue, qu'on passait du rôle de consommateur au rôle de producteur. Qu'est-ce que vous vouliez dire avec ça? Alors, ça, c'est la magie, c'est la magie du web. Jusqu'à l'émergence du web, finalement, il y avait là aussi un monopole de l'information. Il faut savoir que il a fallu attendre plus de 3 siècles pour qu'on passe à 1 milliard de production par livre par année. Concernant le courriel, il a fallu à peine une trentaine d'années pour qu'on ait une production d'1 milliard de courriels par jour. Ce qui veut donc dire que il a fallu énormément de temps pour que l'information écrite, l'information imprimée, soit accessible pour tous en tant que consommateurs et à plus forte raison accessible pour tous en tant que producteurs. Avec la numérisation de l'information, aujourd'hui on peut tous produire de l'information, alors de façon plus ou moins ambitieuse, de façon plus ou moins importante, mais on est tous plus ou moins des producteurs d'information. Lorsque vous écrivez un courriel, lorsque vous écrivez une note de blog, lorsque vous écrivez un gazouillis, que vous publiez un message sur Facebook, etc., vous produisez de l'information, chose qui était impensable il y a une trentaine d'années. Si vous vouliez diffuser de l'idée, c'était éventuellement une lettre d'opinion dans le Devoir, c'était éventuellement un téléphone à la radio pendant les émissions de radio parlée. Bref, il y avait... qui se fait encore d'ailleurs. Oui, mais aujourd'hui c'est presque marginal dans la capacité du citoyen de s'exprimer toujours dans cette information en continu. Ce qui fait que le statut très séparé entre le consommateur et le producteur d'information, eh ben, on se retrouve finalement avec quelque chose qui est beaucoup plus poreux que ce qu'il y avait autrefois. On est tous un peu consommateurs, on est tous un peu producteurs. Alors nos camarades anglophones ont proposé l'expression de producer, une espèce de confusion des rôles. Et là aussi, ça pose la question de la propriété intellectuelle de l'information qui est produite, ce qui nous ramène par ailleurs à une réalité littéraire qui existait au Moyen-Âge. Lorsque vous regardez les grands mythes, les grands récits moyenâgeux, on n'a pas réellement d'auteur. Si vous vous intéressez, je ne sais pas moi, à la quête du Graal, on a effectivement Grégoire de Tours qui l'a compilé, mais on ne sait pas qui a écrit les versions. Il y a plusieurs auteurs, puis jusqu'au Moyen-Âge, on ne s'intéressait pas à l'auteur, on s'intéressait au contenu. Et j'ai le sentiment, alors là, c'est pas une production scientifique, mais j'ai le sentiment qu'on se retrouve finalement de plus en plus vers cette tradition moyenâgeuse puis qui existait avant, où finalement l'information devient une espèce de bien commun collectif où tout le monde peut puiser dedans. Il y a l'expression en anglais qui est mash-up, j'arrive pas à trouver de termes adéquats en français, je sais pas, je vous Non, mais qu'est-ce que pose la vous voulez question. dire? Expliquez-nous. C'est-à-dire qu'on peut le remobiliser, on peut le retransformer, on peut le... Voilà, c'est la capacité à faire un peu du découpage-collage avec l'information qui existe autour de nous. On se l'approprie dans une façon différente de ce qui existe par ailleurs. On se l'approprie dans une... Ben ça, c'est intéressant, votre point de vue, parce qu'il va un peu à contre-courant de parler du retour d'Internet et des médias sociaux comme un retour au Moyen-Âge. Ouais. Alors que c'est plutôt le contraire qu'on entend d'habitude. Refuser Internet, aujourd'hui, on nous dit que c'est un retour au Moyen-Âge, mais là, vous nous dites, au contraire, c'est ça qui nous a ramené à une forme de réalité moyenâgeuse. C'est une thèse intéressante quand même. Mais donc, vous parlez de la question de la propriété intellectuelle. Vous nous donniez l'exemple tout à l'heure de RT ou de Radio-Canada, des télévisions d'État. Mais en même temps, l'information privée qui obéit à la logique du profit est-elle davantage fiable, si on peut dire? Bah, évidemment que non. Parlons surtout dans des pays où il y a des grands empires de presse, des grands conglomérats. C'est d'ailleurs notre cas ici. Regardez Power Corporation, Jessica, ou aux États-Unis, l'empire de Rupert Murdoch. Est-ce que c'est plus fiable l'information privée que l'information d'État? Non, bah, évidemment non. On est dans des situations d'oligopole dans la plupart des sociétés démocratiques. À la limite, peut-être pire au Canada parce que finalement on a 2-3 compagnies qui disposent d'à peu près toute l'information. En France on a à peu près... alors les 10 principaux médias sont la propriété de, je crois, 6-7 milliardaires. Alors on pense à Bolloré, à des personnes comme ça. Je ne suis pas en train de dire que les journalistes
sont la courroie de transmission de leurs actionnaires. Par contre, ce qu'il faut tenir en compte, c'est que les journalistes produisent de l'information dans un contexte économique qui est particulier, dans un contexte économique de rentabilité, de productivité, de concentration des ressources, etc. Et aujourd'hui, le journaliste, il doit produire de l'information rapidement, écrite, vidéo, sonore. On lui demande de faire tout et à peu près n'importe quoi. Donc, il doit aussi être sur sacrifier Twitter. la rigueur parfois. C'est un risque, en tout cas. Ouais, c'est un risque, certainement, quitte à sacrifier, en tout cas, l'analyse de fond. De plus en plus, si on en parle à des attachés de presse, de plus en plus, on a des journalistes qui les appellent pour leur demander « As-tu une ligne à me communiquer ?» Parce qu'ils n'ont pas le temps de produire l'information, ils n'ont pas le temps de faire une entrevue, ils n'ont pas le temps d'aller tirer les vers du nez de tel ou tel politicien. Ils vont s'abreuver à une source secondaire, à savoir le responsable des communications, l'attaché de presse, pour avoir un communiqué de presse, pour avoir une déclaration qui a été contrôlée, qui a été vérifiée, qui a été contre-vérifiée, qui a été corrigée, etc. Bref, on a une espèce de lissage de l'information qui fait en sorte que le travail d'investigation du journaliste n'existe plus, pas parce que le journaliste le veut bien, mais pour la simple et bonne raison que le contexte de production de l'information, on est dans un contexte de productivité où on n'a pas le temps de faire du travail sérieux. C'est un peu comme comparer un artisan et puis une grosse industrie. On n'aura pas la même qualité de produit au final. C'est ce qui se passe actuellement entre les petits médias traditionnels et les grosses agences de presse ou les gros médias. Et on voit clairement aujourd'hui... je ne vais pas me faire des amis au Devoir en disant ça, mais on a de plus en plus dans un journal comme Le Devoir, la reprise quasiment in extenso de brèves d'agences de presse, ou même de reprises d'articles de journaux européens ou de journaux états-uniens qui seraient traduits, et finalement la place du journaliste québécois là-dedans, elle est somme toute marginalisée. Mais le petit journal indépendant peut-il survivre ? Avec tous ces impératifs de rentabilité-là, vous parlez du Devoir. Le Devoir a une certaine chance, si on peut dire, qui est d'être distribué par Québécois. Donc, il y a un coup de pouce du géant qui est à côté. Mais de manière générale, est-ce que les petits journaux indépendants peuvent survivre? Concernant Le Devoir, il y a un coup de pouce en termes de distribution. Il y a aussi, là, il faut quand même donner à César ce qui appartient à César. Brian Miles a contribué à faire en sorte que Le Devoir s'ouvre à une réalité numérique. Il avait pris énormément de retard en la matière. J'ai le sentiment que les chiffres semblent donner raison à la stratégie qui a été mise en place depuis maintenant 2 ans, je pense. Donc une capacité là aussi à outrepasser l'intermédiaire. On est toujours dans cette même réalité. On outrepasse l'intermédiaire de la distribution qui était permise par Québécois. On fournit l'information directement aux citoyens. Bref, ce qui fait la qualité du Devoir, c'est aussi ses 100 ans d'existence. Un média qui tenterait d'émerger actuellement, fût-il extrêmement rigoureux, fût-il extrêmement sérieux, il aurait peut-être peu de chances d'exister. Alors on a quelques contre-exemples qui existent là aussi à travers la planète. Vous m'excuserez, j'utilise beaucoup d'exemples français, mais depuis c'est très bien pour illustrer. Depuis une dizaine d'années existe Mediapart, qui est un journal qui a été fondé par un ancien directeur du quotidien Le Monde, journal de référence s'il en est, un journal strictement web, où les gens payent pour accéder à de l'information. Tous les mois, vous avez donc des conférences web diffusées qui sont diffusées en ligne et accessibles à tous. Donc il y a un produit d'appel, il y a de l'information rigoureuse. Et quand je dis rigoureuse, avec du vrai travail d'investigation, on a vu notamment sous la présidence de François Hollande plusieurs affaires sortir contre ses ministres, notamment son ancien ministre du budget. Qui est-ce qui a fait cette recherche? C'est pas les grands médias comme le Monde, comme Libération, comme Le Figaro. C'est un média alternatif comme Mediapart. Même si ceux-ci, les plus grands, ont probablement beaucoup plus de moyens pour mener ce genre d'investigation. Donc, il y a un travail de crédibilisation qui a été fait avec un travail sérieux, rigoureux d'investigation par Mediapart. Cette tentative, elle est faite actuellement par
j'en parlais à l'instant, de ce qui s'appelle le média, donc cette web télé en ligne proche de Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a deux volets, il y a le contenu, ça reste la rigueur. Et puis ensuite, il y a la structure financière. La structure financière qui a été adoptée par Mediapart, c'est d'avoir une conception assez traditionnelle, c'est-à-dire de l'abonnement payant. Et la vision qui est adoptée par le média, c'est une conception qui est beaucoup plus proche de l'économie sociale. Ils ont ce qu'on appelle des sociaux, c'est-à-dire que tout le monde, à travers la France, mais aussi à travers la planète éventuellement, pouvait devenir un contributeur à hauteur au minimum de $5 et devenir une forme d'actionnaire. De $5 jusqu'à $2,500. Ouais, c'est comme une coopérative finalement. Et tous les membres ont la capacité de voter aux assemblées générales, ont aussi la possibilité de faire des suggestions de sujets pour des documentaires, pour des entrevues, etc. Voilà. Mais donc, concernant cette position, parce que là, vous nous dites donc, finalement, quand un journal est tenu par un conglomérat, c'est pas nécessairement mieux qu'une télévision d'État ou qu'un journal d'État, par un conglomérat privé, précisons-le. Ouais. Je peux vous dire, la différence, moi je peux vous le dire, je le vis au Journal de Montréal, la plupart des gens ne font pas la différence entre un chroniqueur et un journaliste et un éditorialiste. Ouais. Souvent on va nous dire par exemple, ouais mais toi t'es journaliste, t'as pas d'affaire à prendre position sur tel sujet. Bon. Pourtant, ce n'est pas la même fonction. Un journaliste rapporte l'information, le chroniqueur fait de l'opinion, fait de l'analyse qui lui est très personnelle et dit ce qu'il pense de ce fait-là, de cette réalité-là. On parlait d'ailleurs, en lien avec les fake news, une des erreurs, à mon avis, langagière, on parlait de réalité alternative. Il n'y a pas de fait alternatif, il n'y a que plusieurs interprétations d'un fait. Or, le rôle du journaliste, c'est de rapporter les faits et le rôle du chroniqueur, c'est d'interpréter avec ses propres lunettes à lui ce même fait. Puis il y a une espèce de confusion là-dedans. En 1973, quand le Parti québécois a perdu, par exemple, Yves Michaud, avec René Lévesque et Jacques Parizeau, avait fondé un journal qui s'appelait Le Jour. Il était clair que le journal aurait une ligne éditoriale indépendantiste, mais que les journalistes continuaient à faire leur travail en toute objectivité. Encore récemment, ma collègue au Journal de Montréal, José Legault, avait fait un texte qui disait Pierre-Carl Péladeau, lui, il prend position, mais ça n'enlève pas que les journalistes font ce qu'ils ont à faire. Ils ont des codes d'éthique, ils sont surveillés, ils font leur travail. Ouais. Et elle disait même aussi, contrairement par exemple à un Paul Desmarais, qui lui ne prend pas position ouvertement, mais on connaît tous ses positions, donc c'est plus subreptice. Donc c'est Pierre-Carl Péladeau, souverainiste assumé, qui va être critiqué davantage que Paul Desmarais. Ça n'empêche pas non plus qu'à la presse, qui est tenue par Paul Desmarais également, qu'il y ait dans les lignes, dans les éditoriaux, que quand il y a une élection, que ce soit toujours une ligne fédéraliste, et c'est leur droit aussi, mais ça n'empiète pas sur le travail journalistique. Donc, n'y a-t-il pas moyen de concilier quand même la prise de position du journal avec la question du journalisme en lui-même qui y est pratiqué? Mais que les journalistes fassent leur travail de façon rigoureuse, là aussi, je veux dire, j'aurais tendance à dire que c'est pas la question. L'attribution des sujets, c'est le rédacteur en chef qui l'a fait. Mais le rédacteur en chef n'est pas éditorialiste, il ne porte pas la position officielle du journal. Il vise à capter la nouvelle là où elle se trouve, tout simplement, mais n'est-ce pas? Le fait de dire que les journalistes sont neutres ou indépendants, ça, il faut sortir ça de la tête. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils font de la mauvaise information, mais c'est une réalité quand même. Il y a un tri de l'information, il y a une hiérarchisation qui est présente, et ça, il faut en tenir compte. Par contre, ce qui est certain, c'est que je voudrais quand même revenir sur le fait que certains chroniqueurs, par contre, on ne peut pas se permettre de faire de l'opinion et en profiter pour dire des absurdités. Vous êtes toujours à l'avis des idées sur les ondes de Radio-VM avec Simon-Pierre Savard-Tremblay en remplacement de Mathieu Bock-Côté pour le prochain mois. Je rappelle aussi que mon invité, Florent Michelot, est candidat au doctorat en andragogie à l'Université de Montréal. On peut dire sciences de l'éducation, ce sera plus simple. Sciences de l'éducation, oui. Ça va être plus simple, effectivement. Je vais moins m'enfarger là-dessus. Je vous remercie. Alors, on parle, je vous rappelle aujourd'hui, on parle de la question des fausses nouvelles. On parlait un petit peu avant cet intermède musical, donc, de la distinction chroniqueur-éditorialiste, donc d'un côté, donc qui assume qu'il y a une prise de position, qu'il y a une analyse qui est très personnelle, avec la question du journalisme, qui
qui lui vise à rapporter les faits tels qu'ils sont. Vous nous mettiez un peu en garde en nous disant, c'est vrai qu'ils font souvent bien leur travail, quoique pas nécessairement. Il y a toujours du bon et du mauvais journalisme. Tout à fait. Mais l'attribution des sujets, elle, n'est pas neutre en soi. Alors, donc sur cette distinction entre chroniqueur et journaliste, j'aimerais vous entendre. Bon, sur les chroniqueurs, il y a une liberté éditoriale et ça, il faut l'assumer. Par contre, là, on n'est plus au niveau de la rigueur de l'information, on est au niveau de l'éthique personnelle. Profiter de son statut de chroniqueur pour dire des absurdités. Parce que moi, je peux vous dire, au Journal de Montréal, jamais on ne m'a dit quoi écrire. Là. Non, mais tout à fait. Mais profiter de son statut à titre personnel de chroniqueur pour ensuite raconter des mensonges, tordre la réalité au profit de sa propre idéologie, ça, c'est pas un problème journalistique, c'est un problème éthique de tout à chacun, mais ça reste profondément inadmissible. Et voilà, on n'a pas besoin de pointer du doigt qui que ce soit pour penser à des personnes qui profitent allègrement de leur situation pour faire passer des messages, fut-il parfaitement erronés. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une espèce de... Pour les chroniqueurs, pour les journalistes, je sais qu'il y a des normes d'éthique et que c'est surveillé par différents groupes, mais est-ce qu'au niveau des chroniqueurs, il y a une certaine surveillance comme ça? J'imagine que vous ne pouvez pas inventer n'importe quoi dans votre colonne sous prétexte que vous êtes chroniqueur non plus. Là. Il doit y avoir des normes et même des règlements assez contraignants. Là. Pas que je sache. Pas que vous sachiez. Pas que je sache. Donc, de ce que je comprends du portrait que vous faites, parce que je reviens un peu à ma petite introduction en début d'émission, pour les partisans d'Internet, pour les technophiles, Internet, c'est la démocratisation de la parole, versus des grands médias qui colporteraient des mensonges. Pour les technophobes, c'est le contraire. C'est sur Internet qu'on va dire n'importe quoi, parce que sur Facebook, toutes les opinions se valent, tout le monde peut faire son petit paragraphe. Surtout à l'ère de Twitter où on est un peu forcé de penser en 140 caractères. Donc c'est là où se trouve ou de faire semblant de penser en 140 caractères. C'est là où plutôt se trouverait cette espèce de déviation de la pensée versus les grands médias qui, eux, seraient plus surveillés, seraient plus encadrés. Vous nous dites, ce n'est pas noir, ce n'est pas blanc, la réalité est grise, est au milieu. Tout est dans les 50 nuances de gris, pour reprendre le terme, ce concept à la mode du film qui sort, je crois, cette semaine et que je n'irai pas voir. Et donc, la réalité est grise, ce n'est ni Internet, ni les grands médias qui seraient dans le mensonge ou dans la vérité absolue. Vous nous dites, c'est beaucoup plus complexe que ça. Bon. C'est ce qui nous mène à la question. Donc, autrement dit, on aurait tort de parler de la rumeur 2.0. Le problème serait plutôt la rumeur, point. Les fausses nouvelles peuvent avoir lieu partout, peuvent être colportées partout. Mais par contre, est-ce que Internet, il me semble, est beaucoup moins réglementé et sans frontières, et beaucoup plus, étant donné que c'est la technologie, beaucoup plus difficile à contrôler s'il y a une bêtise qui est dite, s'il y a de la diffamation qui est faite, qu'un grand journal? Oui, effectivement. Il y a beaucoup plus de difficultés de contrôle et ça pose la question des normes journalistiques, notamment en période électorale. Mais vous parliez il y a quelques instants de la rumeur. Ça vaut la peine de revenir sur l'histoire de la rumeur. Il y a un grand bouquin de sociologie d'Edgar Morin qui revient sur ce qu'on appelait la rumeur d'Orléans en 1969. C'était une rumeur dans une ville de province française où on expliquait que des commerçants juifs finalement embrigadaient des femmes pour faire de la traite de blanches et les prostituer. Il s'est passé de mémoire 4 mois pour que cet événement extrêmement local se retrouve dans les colonnes du journal du quotidien Le Monde et que ce soit traité de façon journalistique. 4 mois. Et donc là, on n'est pas trop dans le paradigme de l'information rapide. Là. Non, au contraire. On est en 69, ça prend beaucoup de temps. La rumeur, elle s'instille vraiment de bouche à oreille, etc. Plus récemment, je vais me concentrer sur l'élection d'Emmanuel Macron. Il commence à faire son discours, je crois, à peu près vers son discours de victoire vers 9h. À 9h05 à peu près, on a un premier tweet qui nous explique que Macron c'est un Illuminati parce qu'il est devant la pyramide du Louvre. Et il faut attendre à peu près 12 heures pour que le journal Le Monde en parle dans sa version électronique. Que M. Macron sera un Illuminati. Ah oui. C'est-à-dire que la rumeur d'Orléans sur des brigands, une rumeur épouvantable sur des brigands juifs. Mais vous êtes sérieux? Un discours devant la pyramide pour certains, ça faisait d'Emmanuel Macron. Mais a mené à une nouvelle dans Le Monde.
C'est ça. Donc, il n'y a pas de filtre dans ces... On parle de deux nouvelles complètement absurdes. D'un côté, en 69, ça a pris 4 mois pour que ce soit rapporté dans le journal Le Monde. En 2017, ça a pris à peu près 12 heures pour qu'un truc tout aussi absurde soit ramené dans le journal Le Monde. Alors dans les deux cas, on est en train de nous dire, attention, il y a une rumeur qui est en train de se répandre. Prenez-la avec des gants, c'est absurde, etc., etc. Le boulot du journaliste, il a été fait dans les deux cas, sauf que en 1969, ça a fait l'objet d'un papier sérieux sur plusieurs paragraphes qui nous expliquent d'où vient la rumeur, sur quoi elle se repose, pourquoi elle est infondée, etc. Alors que dans le cas d'Emmanuel Macron devant la pyramide du Louvre, ça fait un entrefilet sur le web et c'est, comment dirais-je, traité de façon tellement caricaturale qu'on se retrouve avec ce qu'on appelle le dénialisme. Alors, le dénialisme. Le dénialisme, c'est un mot un peu barbare, mais repensons aux attentats du 11 septembre. Oui, donc 2001. Les fameux avions qui foncent sur le World Trade Center et on l'oublie aussi sur le Pentagone. Et le Pentagone. Et justement, sur le Pentagone, il y a un certain Thierry Messant qui aille avec un bouquin qui s'appelle L'effroyable imposture, qui nous explique qui avait beaucoup fait parler à l'époque, qui était un peu le début des thèses conspirationnistes. Les truthers, qu'on appelle. Donc ceux qui connaissent la vraie vérité. La vraie vérité. Si vous me pardonnez le pléonasme. La vraie vérité. Concernant les attentats du 11 septembre. C'est ça. Et ce mec-là, il nous explique dans un bouquin de 250 pages qu'il n'y a pas eu d'avion qui s'est écrasé sur le Pentagone, c'est un missile qui a été envoyé par je sais quoi, la CIA, les extraterrestres ou ce que vous voulez, bref. Et la plupart des thèses de ceux qu'on appelle les truthers, c'est que ce serait, comme on appelle là-bas, une inside job. Inside job, exactement. On dit qu'il aurait été pensé directement par Washington, par le gouvernement, pour justifier sa politique guerrière par la suite. Parce qu'on se rappelle, le lien est fait, on nous dit donc, suite aux attentats du 11 septembre, juste pour faire le contexte, l'Afghanistan est envahi à cause du régime des talibans et de la présence d'Oussama Ben Laden dans ces montagnes. Par la suite, c'est l'Irak qui est envahi, qui avait plus ou moins de rapports, qui n'avait aucun rapport avec les attentats du 11 septembre. Donc, pour les partisans de cette thèse-là, c'est du bonbon, c'est de nous dire, regardez, c'est la preuve que tout ça a été pensé pour justifier la politique qui suivra. Voilà. Alors, ce qui nous amène donc, c'est ça, ce que j'appelle le dénialisme. Le dénialisme, c'est-à-dire, c'est un esprit tellement sceptique, à un point tellement absurde, qu'on va tout remettre en cause. On dénie tout. On dénie tout. On dénie même les contre-arguments qui nous montreraient que Thierry Messant, son propos, il est absurde. Et donc, autrement dit, peu importe ce qu'on va nous sortir, quand on est convaincu que la neige n'est pas blanche, c'est qu'elle n'est pas blanche, puis on va trouver toutes les raisons. Et ça rejoint bien justement le propos d'Edgar Morin dans ce bouquin sur la rumeur d'Orléans, c'est que peu importe ce qu'on fait avec la rumeur, elle s'instille tellement dans les pensées que quoi qu'on amène comme argument pour la déconstruire, l'argument sera insuffisant. C'est un peu comme un cancer, la rumeur. C'est une colonisation de l'esprit, finalement. C'est une colonisation de l'esprit, c'est un cancer. Une impossibilité de se libérer parce qu'on ne veut pas le faire. On veut avoir des œillères, on veut tout voir à travers cette lunette-là. Finalement, c'est un peu une pensée de secte. Alors, c'est une pensée, ouais, on pourrait dire que c'est une pensée de secte. C'est un esprit de... Moi, j'aurais appelé ça un esprit critique perverti, finalement. Sélectif. Un esprit critique sélectif, oui. Parce qu'on ne s'ouvre pas à l'ensemble de la pensée. C'est une antithèse, d'ailleurs. Oui, c'est une antithèse. On cherche plus à s'auto-convaincre que finalement à remettre en cause donc la réalité qui nous est présentée. Mais arrivons-en, justement. Si, de ce que je comprends de votre propos, les mensonges sont partout, en tout cas les mensonges potentiels sont partout, que fait-on pour conserver la pensée critique? Parce comment on fait pour faire le tri entre la bonne information et la mauvaise? C'est un vrai défi parce que on a souvent tendance à considérer que le fait d'être diplômé, le fait d'être formé, le fait d'être informé, ça va nous prémunir des croyances, des rumeurs, des théories du complot. Mais ce qu'on nous enseigne est soi-même est en soi, n'est pas neutre en soi non plus, par exemple. Déjà, et il y a plusieurs études qui le montrent depuis déjà maintenant 30 ans, 40 ans, que finalement, même diplômé, même éduqué, même informé, on va être porté malgré tout à croire à des croyances quelconques. Alors par exemple, les personnes qui ont à peu près notre niveau d'études, Simon Pierre, alors je sais pas, on va être peut-être plus porté à croire
à la naturothérapie et aux médecines alternatives plutôt qu'aux extraterrestres éventuellement. Il en demeure pas moins que l'un comme l'autre, c'est des choses qui sont parfaitement infondées sur le plan scientifique. On est tous portés à croire des espèces... Je reprends votre exemple, par exemple. Ouais. Vous parlez de la médecine. Aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler la médecine traditionnelle rejette des pratiques qui parfois sont effectivement extrêmement douteuses de la médecine alternative. Par contre, jadis, quand il a fallu intégrer de nouvelles pratiques de la médecine, ça ne s'est pas fait, si vous me passez l'expression, en criant Poutine. Au départ, la médecine, je me souviens, la médecine traditionnelle jadis, aujourd'hui, heureusement, qu'on a tourné la page sur elle. Ouais. Donc, autrement dit, la science qui devrait normalement être en évolution constante, donc la connaissance devrait être en évolution constante, se ferme souvent à des remises en question essentielles aussi. Alors, oui, elle se ferme. Et en même temps, il ne faut pas non plus... Regardez les scientifiques d'antan qui étaient convaincus que la Terre était plate, par exemple. Ouais. Qui nous disaient qu'il faut être complètement un illuminé pour estimer qu'elle est ronde. Au point d'envoyer au bûcher ceux qui estiment qu'elle est ronde. Oui, mais il ne faut pas non plus... il faut pas non plus se focaliser sur ces exemples un peu caricaturaux. Mais bien réels néanmoins. Oui, il faut quand même les garder à l'esprit, ça vous avez raison là-dessus. Les scientifiques sont pas plus fins finaux que les autres, ils ont aussi leur propre biais. Je le disais à l'instant, on est tous portés finalement à avoir des espèces de biais intellectuels qui font en sorte qu'on cherche à se confirmer, même si ce qu'on cherche à se confirmer, c'est complètement absurde. Et les scientifiques y compris. Après, on pourrait se dire que la méthode scientifique, on pourrait faire une digression là-dessus. La méthode scientifique, c'est les critères de Popper, la réfutabilité, etc. Il y a un certain nombre de critères qui sont clairement établis pour savoir ce que c'est une méthode scientifique. Mais bon, ça pourrait être peut-être ennuyeux un peu pour les auditeurs. Mais quoi qu'il en soit, il faut quand même revenir au fondement même que tout le monde est porté à avoir ce genre de croyance-là. Et à partir de là, une fois qu'on a ce diagnostic-là, il faut s'orienter vers une démarche pédagogique qui tient compte de cette réalité-là. Il y a tout un mouvement, notamment le mouvement zététique. Alors zététique. Ouais, c'est un mot que j'aime bien parce qu'on s'imagine, je sais pas, il y a une sonorité dans le mouvement zététique qui nous laisse penser que c'est une espèce de mouvement sectaire. Bien au contraire, le zététisme, c'est une forme de pensée, de courant de pensée rationnelle qui s'inspire notamment beaucoup du scepticisme des anciens, qui nous apprend justement à avoir une posture réflexive, critique, qui nous fait prendre un temps de repos par rapport à ce qu'on a en face des yeux. Ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on a en face de nous, on se met en suspens, on analyse, on décortique, et ensuite, à la différence des sceptiques, on prend position. Ça, c'est la grande différence. C'est que sur la base d'une information, on s'arrête, on la regarde et on se fait un jugement. Et malheureusement... Mais selon quel... Parce que vous dites, on s'arrête, on regarde, on fait un jugement, mais selon quelles œillères? Parce que j'ai envie de vous poser une question peut-être même plus large. Qu'est-ce que la pensée critique? Alors, la pensée critique, si vous voulez vraiment une définition, eh bien, vous êtes... Je vais rester poli, mon cher Simon-Pierre, mais malheureusement, c'est extrêmement complexe. Je suis un peu ambitieux. Ouais, vous êtes un peu ambitieux. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est complexe. Il n'y a pas d'entente sur le sujet. Certains vont nous dire c'est un ensemble d'attitudes, de dispositions, comme je disais à l'instant, la capacité à se mettre en suspens pour étudier. Et d'autres vont dire que c'est des questions de compétences. C'est-à-dire, je sais lire, je sais retrouver la source, je sais comparer l'article que je suis en train de lire, etc. Est-ce que je suis un centriste peut-être? J'aurais tendance à considérer que la pensée critique, c'est probablement un peu des deux. C'est un ensemble d'attitudes et de dispositions. C'est-à-dire que je me mets en retrait, je me mets en suspens, je me mets dans un état de doute, mais c'est aussi des compétences qu'on apprend. Malheureusement, les voies pédagogiques qui ont été testées ces 20-30 dernières années, elles adoptent soit l'une, soit l'autre des méthodes. Donc soit on enseigne des dispositions sans apprendre les habiletés, soit on développe des habiletés sans mettre en place ces dispositions.
Écoutez, un livre marquant du début des années 2000 qui s'appelait Le petit cours d'autodéfense intellectuelle. De Normand Baillargeon. Normand Baillargeon, lui, d'essayer de nous aider à débusquer les arguments. Ouais. Autrement dit, souvent que le style visant à nous convaincre va souvent viser à en mettre plein la vue. Ça va souvent être un peu du terrorisme intellectuel. Par exemple, l'utilisation des chiffres, des données qu'on va citer hors contexte. Je pense par exemple, si vous avez une publicité à la télévision pour un dentifrice qui va dire le préféré de 70% des gens, mais c'est 70% de qui, de quoi, sur quoi c'est basé. Ou comparer, par exemple, le taux de crime dans deux villes sans prendre en compte le nombre d'habitants. Ou ce genre de choses-là. Toutes sortes d'utilisations un peu erronées. Les chiffres en sont un bon exemple, mais il y en a d'autres aussi. Par exemple, l'utilisation des prophéties de Nostradamus. Ouais. À chaque fois qu'on fait le lien avec une prophétie de Nostradamus, c'est après que l'événement a eu lieu. Où on va lire la phrase un peu vague pour dire « Regardez, c'est sans doute ça qu'il voulait dire. » Exactement. Mais on fait jamais, des prophéties en lisant autoréalisatrices. Nostradamus, on peut savoir ce qui va se passer réellement à l'avance. Bon. Alors, ces genres d'utilisation-là, est-ce que c'est comme ça qu'on construit la pensée critique, en creusant, en intégrant un certain nombre de mises en garde, en posant les bonnes questions toujours? Alors, effectivement, je tiens à souligner le travail de Normand Baillargeon en la matière, parce qu'il a fait, depuis plusieurs années, il fait un effort vraiment incroyable pour débusquer tous les sophismes qu'on retrouve dans le débat public. Je vous invite aussi à regarder un bouquin d'un sociologue français qui s'appelle Gérald Bronner. Il a fait plusieurs bouquins, dont l'Empire des croyances, etc. Et il nous démontre qu'il y a tout un tas de sujets du débat public qui finalement tiennent à des statistiques douteuses. Je pense notamment au fait qu'il y a quelques années, dans une entreprise d'État, il y aurait eu une vague de suicides épouvantable. On parlait d'augmentation de 100% de suicides. Il en demeure pas moins que ça reste épouvantable, mais en fait finalement on parlait d'une hausse de 5, on parlait de 5 suicides en un an à 10. Bon bah oui, statistiquement ça paraît énorme, une augmentation de 100%. Lorsqu'on regarde les chiffres bruts, on est dans une réalité quand même qui est malheureusement, enfin qui est heureusement pas si terrible que ça. Bref, comment dirais-je, il faut faire en sorte que, j'aurais tendance à dire qu'il faut faire en sorte que on doit s'éveiller à nos propres biais intellectuels. Mmh. Ce que font Normand Baillargeon, Gérald Bronner, etc., c'est qu'ils décortiquent des réalités quotidiennes, des publicités, des faits d'actualité, etc. Et ils nous démontrent comment la structuration de l'information fait en sorte qu'on est amené à penser telle ou telle chose. Pas parce qu'on est mauvais, pas parce qu'on est porté à croire tout et n'importe quoi, c'est juste parce que notre cerveau, les sciences cognitives nous montrent bien, notre cerveau nous amène à penser au plus simple, à penser au plus rapide. Lorsqu'on fait des illusions d'optique, etc., c'est très symptomatique. On est porté à faire des calculs, à faire des analyses qui parfois sont parfaitement absurdes, mais qui nous semblent tout à fait logiques lorsqu'on les regarde très rapidement. Donc on est porté à regarder le chemin du point A au point B, le plus court possible. Le grand effort que l'on doit faire, selon moi, c'est d'amener une politique éducative qui fait en sorte que l'on éveille les étudiants, qu'ils soient petits ou grands, à leurs propres biais, à leurs propres défauts. Et là, je vais prendre un point de vue plus éditorial que de recherche, mais j'aurais tendance à considérer au contraire que on est dans une tangente de l'éducation depuis une trentaine d'années, qui nous amène beaucoup plus à aller dans le sens de l'élève, à aller dans le sens du renforcement positif de l'élève, que de le confronter. Alors même que... Donc on l'invite à se complaire dans ses certitudes, finalement. J'aurais pas utilisé cette expression-là, mais je vous laisse le faire avec beaucoup de plaisir. Je vous pose la question, c'est vous. Non, mais oui, effectivement, on peut se poser la question. Alors, il y a aussi plein de raisons structurelles qui peuvent nous amener à constater ça. Manque de temps, manque de ressources, etc. Mais oui, c'est vrai, il y a une logique pédagogique depuis 10, 20, 30 ans qui fait en sorte que l'apprenant, il ne faut pas le bousculer. Et si on revient justement à tout ce mouvement sceptique, tout ce mouvement zététique, notamment aux États-Unis, ils ont fait des études dans des revues d'opinion où ils montrent que on prend deux classes. À une classe, on va avoir une approche pédagogique très traditionnelle. On va les éveiller à la pensée critique comme si c'était quelque chose d'un peu abstrait. Et puis au contraire, on va prendre une classe où on va bardasser les élèves. Ou lorsqu'ils vont nous amener une affirmation, on va les contredire. Pourquoi tu penses ça ?
Qu'est-ce qui justifie ce que tu es en train d'amener? Est-ce que tu es vraiment sérieux dans ce que tu amènes? Pourquoi tu n'es pas d'accord avec ton camarade? Ou au contraire, pourquoi tu es d'accord avec ton camarade? Bref, on crée du choc, on crée du conflit intellectuel. Et on se rend compte finalement que lorsqu'on utilise ces deux stratégies pédagogiques vraiment aux antipodes, on a de meilleurs résultats ensuite dans les tests de pensée critique avec la classe où on aura bardassé les gamins. Et je pense que ça va de soi que si on invite l'apprenant ou l'élève à remettre en question ses certitudes, ça implique de le brasser un peu. Ça implique de l'ébranler dans ses connaissances les plus... Pourquoi cette certitude, Simon-Pierre? Non, mais ça implique, je crois en tout cas, vous me direz si je me trompe, si vous l'invitez, mais ça implique, il me semble-t-il, d'inviter l'élève en question à sortir absolument de ce qu'il croit être certain. Ouais. Ça va de soi, ce qui peut être ébranlant pour plusieurs. Et moi, je fais effectivement partie de cette école pédagogique où il faut créer les conditions du conflit intellectuel. Lorsque je parle de conflit, c'est évidemment, il ne s'agit pas de se bagarrer avec les gamins ou les gamins entre eux, là n'est pas la question, mais il faut faire en sorte de créer un conflit intellectuel pour amener l'étudiant à se dépasser au fur et à mesure, à remettre en cause ses certitudes, à remettre en cause ses apprentissages jusque-là. Apprendre, c'est aussi savoir apprendre, donc remettre en cause ses certitudes. Et moi, c'est vraiment la voie que je souhaiterais que l'on puisse prendre en la matière. Et à cet effet-là, il y a plusieurs initiatives qui devraient être... qui devrait être beaucoup plus investigué. Je pense notamment à tout le mouvement de la philosophie pour enfants qui a été développé dans les années 80 aux États-Unis. Ça a quand même des effets assez efficaces. Alors que lorsqu'on pense qu'on fait de la philosophie à partir du collégial, c'est un peu absurde. La philosophie, c'est quoi? C'est tenter de chercher la vérité finalement, si on revient aux fondamentaux, et ça devrait être une méthode intellectuelle qui devrait s'enseigner très très tôt dans la vie des élèves. Et pour cela, donc, la philosophie pour enfants, c'est une méthode qui, à mon avis, est extrêmement utile. Malheureusement, on a fait des choix collectifs qui ne vont pas dans ce sens-là. Je pense notamment aux cours d'éthique et culture religieuse, qui notamment n'a pas vocation à remettre en cause les dogmes culturels et religieux. Au contraire, justement, on est dans une logique pédagogique qui vise à conforter les certitudes dogmatiques et culturelles préexistantes. Donc, de ce que je comprends, les espèces de méthodes pour construire l'esprit critique, devraient être enseignées dès le jeune âge, à l'école, idéalement au secondaire, dès le secondaire. Autrement, c'est un peu le but de l'école d'ailleurs, qui est de construire des jeunes citoyens avec des connaissances, mais aussi des manières de les remettre en question. Même dès le primaire. Même dès le primaire, oui. Ouais, même dès le primaire, parce que... De construire ce type de réflexe. Ouais. Sauf que, il reste très peu de temps, donc rapidement, s'il vous plaît, Florent Michelot. Très, très rapidement, en fait, même qu'on me fait signe, il reste 3 minutes, alors je vous demanderai... Je vais vous donner un exemple. Ouais. Vers la fin de la guerre froide, il y avait eu en Roumanie les soi-disant révélations sur les charniers qu'il y avait eu à Timișoara, oui, dans la Roumanie de Ceausescu. Donc, c'était des cadavres qui auraient été trouvés, qui témoigneraient de la nature foncièrement meurtrière et totalitaire du régime de Ceausescu. Qui, je crois, est vrai, cette nature totalitaire et meurtrière est réelle, mais on a découvert par la suite que ces charniers-là étaient une construction médiatique. Je comprends votre invitation à accueillir la nouvelle avec scepticisme et à savoir creuser et à savoir faire le tri entre ce qui semble être vrai et ce qui semble être discutable. Mais comment peut-on savoir, nous, comme citoyens, ce qui se passe véritablement en Roumanie, à part d'y aller soi-même, d'apprendre certaines notions de médecine et d'aller voir que les cadavres étaient effectivement déjà morts bien avant qu'on les amène dans le charnier? La question n'est pas de se dire si l'information, elle est bonne ou pas. L'information, ce qui est important de faire, c'est que on puisse rester ouvert à des informations divergentes. Évidemment, on fait avec ce qu'on peut, on fait avec ce qu'on a. Mais si une information discordante nous vient aux oreilles et donc déconstruit une information préexistante, on doit la prendre aussi. On doit la prendre elle aussi. On doit rester ouvert à des informations divergentes. Par contre, ce qui reste malgré tout dans le panorama, c'est que
malheureusement, la pensée critique, il y a quelque chose de... c'est un peu le mythe de Sisyphe. Comme je vous le disais, on est tous... Notre cerveau est fait comme ça, comme je vous le disais, on n'est pas mauvais, on est juste fait pour malheureusement croire des choses un peu simplistes. Et ça, c'est le grand défi. En dépit du fait qu'on est tous amenés à croire à l'astrologie, on est tous amenés à croire aux monstres du Loch Ness, aux extraterrestres, à ce que vous voulez, il faut essayer de garder une attitude qui va nous permettre d'accueillir à bras ouverts une information discordante. Ce qui nous ramène aux médias, on en parlait tout à l'heure, aux chroniqueurs, etc. Il y a tout un champ de l'information qui malheureusement frôle d'une certaine manière l'entre-soi, et je prônerais une plus grande ouverture à la diversité dans nos médias. Alors, Flora Michelot, c'était le mot de la fin. Flora Michelot, doctorant en sciences de l'éducation, merci pour votre présence. Tout le plaisir était pour moi, mon cher Simon-Pierre. Alors, ça nous a permis de voir plus clair sur la question des fausses nouvelles et sur les manières personnelles qu'on peut mobiliser pour se prémunir contre elles. Personnellement, je vous retrouve mercredi, 12h35, pour ma chronique à l'émission de Jean-Philippe Trottier à Question d'actualité, de même qu'à mon émission Économie et Société vendredi à 11h. Mais la vie des idées, le prochain rendez-vous aura lieu dans une semaine, 11h, c'est-à-dire lundi. Au plaisir, je vous souhaite une bonne semaine.